il y a un peu plus de 50 ans, apparaissait une étude qui avait fait grand bruit, qui venait du MIT et du Club de Rome, qui a été en français Halte à la croissance. Et ce qu'on peut en tirer en peu de mots, c'est que, étant donné que les ressources sont limitées, ben forcément, elles vont s'épuiser, et l'épuisement des ressources conduira à des catastrophes. Voilà à peu près la philosophie générale de ce rapport. En plus, quand on regarde les résultats de calcul, on devrait être en pleine descente vers la catastrophe. Alors ça, c'est une autre affaire. Mais en fait, ça nous dit aussi qu'il y a un problème qui se pose à nous tous, c'est de gérer ce qui est à la base de la fourniture d'énergie. Et ça se présente sous deux formes. Il y a des stocks et il y a des flux. Les flux, on en a entendu parler avec le solaire. Et puis, il y a aussi les stocks. Et donc, on va avoir un exemple de flux avec Petros, Chatsimpiros, je pense que je n'ai pas écorché ton nom. Et puis, des stocks avec Emmanuel Gatiché. Et puis, avant ça, Jacques Trener va nous présenter quelques généralités. Donc, je te passe la parole tout de suite. Oui, tu commences, puisque les plus général. Oui, Petros. OK. Emmanuel. D'accord. Voilà la parole. Merci. Je la prends. Voilà, alors, comme a dit, alors, bonjour, ravi comme les autres d'être ici, etc. etc. Jean-Louis a commencé par les bons mots, c'est-à-dire de dire il y a les énergies de stock, les énergies de flux. Et quand on cherche à les analyser, les questions qu'on se pose ne sont pas les mêmes. Pour les énergies de stock, les questions qu'il faut se poser, c'est combien il y en a et quelle est l'échelle de l'épuisement. Pour les énergies de flux, comme elles sont inépuisables, il n'y a pas à se poser la question de leur épuisement, mais il y a à se poser la question de leur flux, puisqu'on ne contrôle pas les flux. Et donc, c'est toute la question dont on a un peu entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion de l'intermittence et ce genre de choses. Donc là, je vais parler uniquement des énergies de stock, et je ne vais pas parler du nucléaire parce qu'Emmanuel va en parler, je vais parler du fossile, qui représente, comme vous savez, 80% de l'énergie primaire que nous utilisons. Donc, dans tout ce qu'on fait, en moyenne mondiale, 80% on le fait grâce aux énergies fossiles. Donc, on a intérêt à savoir combien il y en a et quelle est l'échelle de temps de l'épuisement. C'est très important, quoi qu'on fasse. Alors, je vais vous présenter deux slides qui sont extraits d'un papier, alors qui ne se trouve pas dans la revue, là, mais qui a été publié dans la revue La Météorologie, un papier avec Jean-Marie Bréon, qui dirige le laboratoire, le LSCE, à Saclay. Et on s'est interrogé à partir d'une remarque qui est la suivante. Alors, ça, donc j'y vais direct. Hein. Ça, ce sont des trajectoires d'émissions qui sont considérées dans les scénarios du GIEC. Et ça, c'est dans le dernier rapport. Donc, vous avez les années en abscisse et vous avez les émissions de CO2 d'ici la fin du siècle avec différentes contraintes. Par exemple, on veut rester en dessous de 1,5 degré, alors c'est la courbe verte intense. On veut rester en dessous de 2 degrés, c'est la courbe verte un peu plus pâlotte. Ensuite, c'est aux alentours de 3 degrés. Et puis ensuite, il y a des températures au-delà qui sont 4, 5, 6 degrés. Le business as usual, c'est la courbe jaune, en fait. En tout cas, pour son début. Alors, vous avez ces courbes, et quand vous intégrez, comme ça, c'est les productions annuelles. Quand vous intégrez sous la courbe, vous avez tout ce qui est émis d'ici la fin du siècle. D'accord ? Et donc, si on calcule tout ce qui est émis, alors je vais me focaliser sur les deux courbes du haut. Le SSP 5, 8.5, c'est 7800 milliards de tonnes de CO2. Et dans l'autre, c'est 5300
milliards de tonnes de CO2. C'est beaucoup d'ici à la fin du siècle, parce qu'on en émet en gros 50 gigatonnes par an. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est les scénarios du pire. Bon. Alors, maintenant, on peut mettre cela en regard des réserves prouvées, comme on dit, de combustibles fossiles qui sont publiés. Il y a tous les ans BP qui publie ces chiffres-là, et puis l'AIE publie aussi. Alors, ce sont des données qui posent question, ce sont des données déclaratives. Elles ne sont pas contrôlées par des géologues. C'est les États ou les entreprises, etc., qui disent, voilà, dans tel pays, il y a tant. Et ça, ce sont des données qui sont gratuites. Si vous voulez avoir des données vraiment fiables, alors il faut payer. Parce que les réserves qu'il y a dans le sous-sol d'un pays, ce n'est pas seulement une donnée technique, c'est une donnée géopolitique. Si vous voulez attirer des capitaux pour investir, etc., il vaut mieux pas dire que dans plus de 10 ans, il n'y en aura plus beaucoup et que voilà, c'est juste l'affaire de quelques années, etc. Donc vous avez, ou si vous avez besoin d'extraire plus, puisqu'il y a des accords d'extraction en fonction des réserves qui sont déclarées, si un pays a besoin de plus de combustibles fossiles, il va subitement dire qu'il en a plus que s'il pensait. Ça s'est vu au moment de la guerre Iran-Irak. Donc, ces données-là, mais ça ne fait rien. C'est les données qui sont publiées telles quelles, donc on les prend et puis on regarde ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Il y a 5 gigatèpes de charbon, et puis on sait que si on brûle une tèpe de charbon, eh bien, on émet 4,1 tonnes de CO2. Bon. Et puis, 244 gigatèpes de pétrole, à 3,1 tonnes de CO2 par TEP, et puis 210 gigatèpes de gaz à 2,4 tonnes de CO2 par TEP. Alors, vous faites les multiplications pour savoir ce qui se passerait si vous brûliez tout ce qu'il y a de réserve dans le sol d'ici la fin du siècle. On n'a pas de quoi faire ça, parce qu'il y a tellement de charbon qu'il n'y a pas suffisamment de centrales à charbon pour brûler toutes les réserves déclarées. Mais ça ne fait rien, on joue avec les chiffres, donc on se dit, voilà, je brûle tout ce qu'il y a, et je regarde combien j'émets de CO2. Et vous voyez que c'est 3300 gigatonnes de CO2. C'est pas un petit peu moins que les deux autres, c'est beaucoup moins, c'est un facteur 2,5, moins. Donc il y a un problème. Alors, d'autant plus que, d'autant plus grave qu'on a considéré qu'on brûlait tout le charbon d'ici la fin du siècle. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, on a envie de dire, mais finalement, ces trajectoires-là, elles ne sont pas réalistes. Et mon propos, c'est de discuter d'une part des réserves de combustibles fossiles, mais d'autre part d'argumenter qu'effectivement, ces trajectoires-là ne sont pas réalistes. Et c'est intéressant de savoir pourquoi elles ne sont pas réalistes et qu'est-ce que ça implique. Parce que ça implique des choses graves. Alors, en 1956, il y a un type, un géologue, Marion Hubbard, c'est un géologue, qui, à un congrès de géologie 1956 en Arizona, s'est posé la question des réserves de pétrole qu'il y avait aux États-Unis, et il a fait un modèle ultra simple qui permettait de calculer, non pas une prévision, mais une projection, disons, compte tenu de l'exploitation passée, d'essayer de se projeter dans l'avenir. Le modèle, il est très simple. En fait, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est l'équation de Verhulst. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, mais ça a été inventé dans les années 1850 pour traiter des problèmes de dynamique de population. Mais maintenant, il est très largement utilisé dans toutes sortes de domaines, mais en particulier pour traiter ce problème-là spécifique de production d'une ressource qui existe en quantité finie. Alors là, j'ai pris des valeurs qui sont un peu meilleures que les valeurs déclarées, c'est-à-dire des valeurs qui sont analysées de façon critique et qui viennent, pour une part, notamment d'agences pour lesquelles il faut payer, c'est pas moi qui ai payé, pour avoir les valeurs, et qui sont supérieures à ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est 650 gigatèpes de charbon, 490 gigatèpes de pétrole et 330
gigatep de gaz, et puis vous faites ce modèle. Et le modèle, il vous donne ça comme résultat. Donc, en vert, c'est le pétrole, avec les chocs pétroliers des années 70, là, qui redescend et on démarre sur une autre pente. Ensuite, vous avez le charbon, et puis vous avez le gaz. Et ça donne ça. Et l'intégrale, sous chacune de ces courbes, représente évidemment la réserve ultime, depuis le début de l'exploitation jusqu'à la fin. D'accord? L'intégrale sous la courbe, c'est la réserve ultime. Bon. Et puis, les trucs qui oscillent, c'est le passé, et puis ça, c'est ce que vous donne la projection. Et donc, si vous faites la somme des trois, vous avez la courbe rouge, c'est total fossile, c'est en gigatep par an, en fonction du temps, jusqu'à 2120. Et donc, ça, si vous calculez le CO2 correspondant à la combustion, il n'y a aucune politique climatique là-dedans. C'est simplement, on fait au maximum tout ce qu'on peut extraire de connu. Évidemment, il y a les problèmes des sources inconnues, il y a le offshore, le deep offshore, il y a des tas de... Mais si on raisonne avec ce qui est connu, y compris le schiste, oui, ah oui, je suis un peu trop long, ça donne ça. Alors, vous voyez que avec ça, c'est beaucoup moins que 3300 gigatonnes de CO2, puisque là, je ne brûle pas tout le charbon, il en reste plein encore. Il y a un pic ici, qui est le charbon chinois, parce que j'ai distingué l'économie chinoise qui a une dynamique propre de consommation du charbon du reste du monde. Donc le reste du monde, il est là, le pic du charbon chinois, il est pour 2030, et parce que là, il y a une erreur, c'est 2020. Et donc, vous voyez que la raison pour laquelle on ne peut pas produire les trajectoires du pire, du GIEC, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il faut réfléchir, en tout cas, et s'attendre à une raréfaction, une diminution, un rétrécissement de la production de combustibles fossiles dans la deuxième moitié du siècle. Autrement dit, la contrainte, ça rajoute une contrainte carbone. Il y a la contrainte carbone liée au climat. Il faut sortir du carbone à cause du climat. Mais ça vous dit autre chose. Ça vous dit que vous n'avez pas le choix de sortir ou de ne pas sortir. Parce qu'il va y avoir une restriction de la ressource. Et donc, il va bien falloir en sortir. Mais du coup, il faut y réfléchir maintenant. Parce que c'est pour dans pas longtemps. Donc, le degré de liberté qu'on pouvait penser avoir en disant « je le fais un peu maintenant, j'en fais un peu plus tard, je fais tata », c'est du baratin. Ça, ou bien on le subit, ou bien on y réfléchit et on agit en conséquence. Donc voilà, donc le système, ça rajoute une contrainte, une rigidité au système. Il y a la contrainte climatique et la contrainte de la ressource. Le dernier truc, c'est que la courbe d'émissions correspondant à ces courbes-là, c'est ça. Donc, c'est voisin du SSP 4.5, et ça donne un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, quoi. 3 degrés, 3,5. Ce qui est beaucoup, hein. Bon, précoce, qui te parle de suivre. Merci. Donc, moi, j'ai qu'une diapo et donc je vais continuer dans la lancée de Jacques en disant que finalement, ce n'est pas une question de décider s'il y aura transition ou pas, parce qu'il y a même des publications récemment qui disent qu'il n'y aura pas de transition. La transition est inévitable par cette contrainte dure que montre Jacques, c'est-à-dire la fin des fossiles. Et donc, la biomasse... et en général et agricole en particulier, et constitue une source, un candidat assez pratique de substitution aux énergies fossiles, ne serait-ce que parce que la densité énergétique est la même que celle des fossiles, à peu de choses près. Donc en fait, utiliser la biomasse renouvelable agricole à la place des énergies fossiles est pratique parce que ça signifie qu'on n'a pas changé grand-chose dans la façon dont fonctionne la société. Évidemment, la biomasse agricole n'est pas un stock, mais c'est un flux.
Mais c'est un flux stocké, donc un flux pilotable. Donc ça, c'est une raison supplémentaire à la densité énergétique qui fait que la biomasse est une excellente candidate finalement de substitution fossile. Mais il faut faire attention parce que aujourd'hui, on utilise pour l'alimentation humaine et animale la quasi-totalité, donc les 3/4 de la biomasse agricole produite, captée donc, par la photosynthèse. Et donc cette somme est de l'ordre de 100 ou 50 hexajoules par an. D'accord ? Et en fait, si on exprime tout le vivant donc, qui s'est nourri de cette biomasse, humain et animaux d'élevage, en puissance, donc biologique, on arrive à peu près 5 terawatts. D'accord ? Si on fait le parallèle avec la puissance mécanique installée sur Terre, donc l'ensemble des machines qu'on fait tourner tous les jours, etc., c'est difficile à calculer parce que ce n'est pas une donnée disponible. On connaît la consommation d'énergie qui est à 90% fossile, qui compose le mix d'énergie primaire mondiale, mais on ne peut pas déduire la puissance très facilement, la puissance derrière, parce que si on divise par le temps annuel, on retrouve une puissance moyenne qui n'est pas la puissance réelle, parce qu'effectivement, on a des pics de consommation, donc il y a des cycles d'intensité d'activité humaine et économique qui font qu'on s'écarte de la puissance moyenne. Si, je vais faire court, on fait un travail de réflexion sur quelle est la puissance réelle qui fonctionne derrière, donc étant donné les fluctuations, on peut arriver à une cinquantaine ou centaine de terawatts. Donc ça veut dire que la puissance biologique sur Terre, qui consomme la quasi-totalité de la biomasse agricole, n'est qu'un 5 ou 10% de la puissance mécanique mondiale. Donc en fait, si on met humains, animaux d'élevage, donc puissance biologique et mécanique, sur la même source d'énergie qu'est les flux solaires, on se met en compétition avec nos machines et donc avec nos modes de vie. Et donc, c'est une question qui est très simple à comprendre, mais ça nécessite un petit saut conceptuel pour voir à quel point aujourd'hui on n'est pas en compétition avec les modes de vie parce que les modes de vie sont assurés par les énergies de stock. D'accord ? Donc, 5%, la puissance biologique est 5% de la puissance mécanique, mais l'agriculture occupe 40% des terres émergées de la planète, ou, si on veut, 50% des terres bioproductives de la planète. D'accord ? Et on ne peut pas facilement imaginer de produire plus de biomasse agricole pour générer des surplus énergétiques et donc augmenter ces 200 hexajoules produits par an actuellement à beaucoup plus, parce qu'en fait, la production de biomasse agricole n'est pas spontanée, mais nécessite du travail, tout un ensemble de machines qui fonctionnent pour fournir les intrants nécessaires, travailler les terres, etc. Et donc, en fait, si on fait la comptabilité entre énergie produite sous forme de biomasse par l'agriculture et énergie consommée par l'agriculture pour produire cette biomasse, et on exprime l'énergie consommée en équivalent biomasse, c'est-à-dire si on fait l'équivalence en termes de qualité énergétique entre le fossile que utilisent les machines agricoles et l'équivalent biomasse qui serait nécessaire pour produire cette énergie de combustible des machines, en fait, on se rend compte que pour 1 joule de biomasse agricole, on dépense 1 joule équivalent biomasse pour le produire. Donc, en fait, produire plus de biomasse pour la transition énergétique n'est pas une solution énergétique, c'est-à-dire que ce n'est pas viable énergétiquement. Et donc, cette réflexion-là, évidemment, donc, ce que j'énonce là comme rapport 1 pour 1, vaut pour le système productif sans inclure toutes les chaînes de valeur en aval de la production, donc tout le commerce mondial, et le fait que les produits sont transportés sur de milliers de kilomètres, sont convertis par des agro-industries plusieurs fois, donc tous ces processus consomment davantage d'énergie. Donc finalement, le système agroalimentaire actuel, d'accord, qui assure 5% de la puissance totale sur Terre, la puissance concernant les humains, est structurellement dépendant des énergies fossiles et donc ne peut aucunement contribuer à de la bioénergie de substitution aux fossiles dans le cadre de la transition. Et donc,
je conclus, dans les 10 secondes qui me restent, que l'alimentation et toute cette réflexion sur la même grandeur qui est la puissance nécessaire à fournir, que ce soit biologique ou mécanique, donc toute la réflexion et les approches de modélisation énergétique laissent de côté l'agriculture, l'alimentation, donc qui est la grande absente. C'est un énorme angle mort de la question de transition énergétique. Et donc, j'espère je pourrai en dire plus, discuter lors du débat. Merci. Merci. Je vais vous parler, c'était un exercice intéressant que vous m'avez demandé parce que j'avais jamais commencé une conférence sur le nucléaire en parlant des ressources. Et effectivement, c'est extrêmement différent. Si vous regardez les ressources en uranium, donc vous savez que l'énergie nucléaire, évidemment, utilise comme combustible l'uranium. Il faut que je me mette plus loin, excusez-moi. Voilà. Eh bien, quand vous regardez les ressources en uranium autour de la Terre, eh bien, vous en avez à peu près bien distribué sur toute la planète, à un prix, si on estime que le prix d'extraction est assez convenable, vous pouvez imaginer d'avoir à peu près 10 millions de tonnes. Alors évidemment, comme disait Jacques, certains pays ne disent pas tout, etc. Mais en gros, entre 10 et 15 millions de tonnes dont vous disposez pour faire de la production d'énergie grâce à l'énergie nucléaire. Vous regardez le petit camembert, vous voyez que évidemment c'est assez bien diversifié sur la planète, donc ça c'est pas un vrai souci, je dirais, au niveau géopolitique notamment. Il suffit d'avoir des fournisseurs diversifiés, c'est ce que fait la France évidemment, pour avoir un petit peu d'uranium. Aujourd'hui, on consomme 60 000 tonnes par an, le parc mondial. Et si on fait des scénarios, comme on a l'habitude de faire, eh bien, on se dit que avec une peu d'augmentation de la production électronucléaire dans les années qui arrivent, en gros, allez, on peut avoir entre 100 voire 120 ans de ressources en uranium. Et vous le savez, c'est pas beaucoup, 100 ans, hein, surtout sur une industrie comme le nucléaire qui a des temps très très longs. Hein. Le cycle de vie de l'industrie nucléaire, c'est extrêmement long, une centaine d'années. Donc pour design et construction, etc., eh bien, il faut largement anticiper. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire le nucléaire? Le nucléaire durable, eh bien, vous le savez, dans l'uranium naturel 3 isotopes, et on n'utilise en fait que l'uranium-235, qui est à peu près 0,7% de l'uranium naturel. Donc en fait, moins de 1% est utilisé, et tout le reste, pour l'instant, c'est gardé un peu partout. Et quand vous regardez finalement ces isotopes, vous voyez que le seul noyau fissile naturel, c'est évidemment l'uranium-235. Donc c'était évidemment normal qu'il soit utilisé dès le début pour aller faire cette fameuse réaction en chaîne et cette production d'électricité en particulier. Mais quand vous regardez un peu plus loin, eh bien, vous voyez qu'il y a d'autres noyaux, et notamment des plutoniums ou des thoriums, des uranium-238, qui pourraient nous aider largement à augmenter finalement la durée de vie du nucléaire, de l'électronucléaire, voire augmenter aussi, à aller vers d'autres marchés qui sont notamment la chaleur industrielle et la chaleur résidentielle. Voici les deux réactions de fission qui peuvent exister. L'uranium-235, c'est en neutron thermique. Les réactions de fission avec des neutrons rapides, eh bien là, vous entrez dans une nouvelle phase de l'électronucléaire, et c'est pour ça que ça s'appelle le nucléaire durable. Ça veut dire que vous allez utiliser l'ensemble du potentiel énergétique finalement de l'uranium naturel en utilisant l'uranium-238 comme générateur en fait de combustible, puisque c'est un noyau qu'on appelle fertile. Et dans ce cas-là, vous pouvez, dans un cœur de réacteur, si vous le chargez dans un cœur de réacteur, sous flux de neutrons, eh bien, il va se transformer. Vous voyez la réaction au fur et à mesure. En quelques jours, vous pouvez produire de l'uranium 239, du plutonium 239, pardon. Et donc là, vous entrez, grâce au plutonium qui est fissile, qui est donc un noyau artificiel, et l'uranium 238 qui est fertile et qui vous produit
ce plutonium, eh bien, vous rentrez dans l'ère des réacteurs à neutrons rapides. Ce sont des réacteurs de 4e génération dont la France était leader il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus. D'autres pays sont en train de travailler très fortement dessus, mais nous avons encore quand même nous avons encore des traces quand même, plus que des traces, des grandes compétences encore en France sur non seulement le design et la conception des réacteurs à neutrons rapides de 4e génération, mais aussi tout le cycle, puisque vous avez compris, il y a besoin de combustible, et donc ça, c'est toute la partie du cycle du combustible. Les réacteurs à neutrons rapides, on pourra en parler après, je vais m'arrêter là, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs types, il y a plein de concepts. Vous avez sûrement entendu l'actualité qui se développe très fortement sur le nucléaire en ce moment, et qui vous montre une pléthore de petites start-up, de plus grands groupes, qui essayent d'aller designer, aller imaginer des nouveaux concepts qui feront attention, qui feront attention à la matière première, qui essaieront de gérer ces déchets encore mieux, c'est-à-dire de produire encore moins de déchets. Et aussi, évidemment, comme vous le savez, l'électricité électronucléaire, évidemment, est une électricité abondante, flexible, pilotable, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, et qui est évidemment bas carbone. Donc c'est une des solutions du mix énergétique d'aujourd'hui et sûrement de demain. Et donc il faut y faire attention. Et donc tous les concepts finalement de 4e génération ont vraiment essayé de regarder cette problématique de la matière première qui n'avait pas été regardée finalement dans les réacteurs de 2e et 3e génération qui sont aujourd'hui sur, je dirais, 99% en fait des réacteurs aujourd'hui à travers le monde. Ouais, je m'arrête là. Bon, nous pouvons passer à la discussion. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont soulevées par ces 3 présentations. Donc, la parole est dans la salle. Alors, ma question va s'adresser plutôt à la question de l'énergie de génération 4. Nous savons pourquoi Superphénix avait été arrêté pour des aspects politiques, mais oublions cet aspect-là qui est politique, qui est gênant, qui aujourd'hui nous amène à être en retard par rapport à la Chine, par exemple. J'aimerais revenir sur un point un peu technique. Aujourd'hui, il y a Astrid, il y a le programme qui est... Je ne sais plus où ça en est, pardon, aujourd'hui. Mais c'est arrêté. C'est arrêté, mais la génération 4, il va falloir investir, il faudra investir au plus tôt pour pouvoir y aller. Les Russes, c'est avec du plomb. Nous, c'est plutôt au sodium. Il semble que ce n'était pas uniquement pour des raisons politiques qu'il y avait quand même des problèmes au niveau de Superphénix. Est-ce que vous pouvez en parler? Et est-ce que Astrid a amené un progrès par rapport à Superphénix? Et la génération 4, telle qu'on la voit aujourd'hui, est-ce qu'elle est un peu plus sécurisée Alors, plein de questions. Merci, oui, c'est des questions effectivement fondamentales. Alors, Astrid est arrêté, ça n'a jamais débuté sur une construction, donc c'est ce qu'on appelle un réacteur papier. Donc, il n'y a pas de résultat, on n'a pas de REX, on n'a rien, voilà, c'est du papier. Donc, il faut qu'on reparte. Et le seul REX qu'on a, évidemment, c'est Phénix et Superphénix en France. Ensuite, aujourd'hui, il y a énormément d'autres concepts. Vous avez dit, donc on parle du caloporteur en premier. Effectivement, vous avez le métal liquide, évidemment, qui est le meilleur caloporteur. J'ai fait un cours hier d'échange thermique. Vous avez tous fait votre cours d'échange thermique. Les métaux liquides sont évidemment ceux qui sont les plus efficaces sur évacuer la chaleur. Donc, vous n'avez pas 36 millions de choses. Vous avez soit le sodium, vous regardez les courbes, il y a des belles courbes pour montrer ça, c'est le sodium ou le plomb. Aujourd'hui, vous avez plusieurs réacteurs qui fonctionnent au plomb, notamment en Russie. Le plomb a d'autres soucis. Donc, de toute façon, comme vous le savez, toutes les solutions industrielles sont des compromis entre plusieurs paramètres. Le sodium, effectivement, il a 2 problématiques avec l'air et l'eau. Donc explosif et incendiaire, donc c'est pas sympa. Avec une sûreté, une autorité de sûreté aujourd'hui de plus en plus exigeante, et elle a raison. Une attente du public sur le risque zéro
qui est peut-être pas, alors ça on pourra en débattre, mais qui est peut-être pas, ils ont peut-être pas raison, mais en tout cas, essayer d'aller vers une sûreté bien meilleure que ce qu'on espérait avant, c'est une exigence qui est intéressante. Donc il faut changer des systèmes, il faut absolument que si vous utilisez le sodium, il soit absolument très loin de l'eau et de l'air. Donc l'idée des concepteurs de nouveaux réacteurs, et notamment les startups comme Exana, Autrera, etc., ils ont tous mis des A, eh bien, puis c'est tous des hommes par contre. Bon, ça c'est le petit truc sur les films. Vous les regardez, ils sont tous, waouh, 3 hommes, etc. Tout ça, le CEA a fait une pub, voilà, 3 hommes. Mais bon, non, bon, ça c'est la petite blague à part. Donc, ils essayent de concevoir des circuits dans lesquels l'eau et le sodium ne se touchent pas et le sodium ne sera pas à l'air, etc. Donc, c'est pas de la sécurité, c'est plutôt de la sûreté nucléaire, d'accord ? Bon, bah ça, c'est encore tout à fait du papier, hein. Donc, il faut qu'il y ait des prototypes. Donc, vous savez, il faut qu'il y ait une industrialisation. Donc, c'est des dizaines et dizaines d'années. Donc pour l'instant, on est seulement sur des designs papier, il va falloir aller un peu plus loin. Le plomb, c'est un peu moins problématique. Il y a notamment une start-up franco-italienne qui travaille sur un caloporteur plomb qui est Nucléo. Je vous invite à aller regarder, c'est intéressant. Ça a d'autres problématiques, la corrosion. On sait que le plomb aujourd'hui, là pour le coup, c'est pas l'ASN, mais c'est d'autres autorités de réglementation ne veulent plus qu'on utilise le plomb, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des compromis à faire. Il faudra trouver à un moment donné le meilleur compromis. L'autre solution de 4e génération, je termine là-dessus, sont les sels fondus. Vous en avez sûrement tous et toutes entendu parler. Alors là, on est vraiment sur un concept encore plus disruptif sur l'innovation. Il est très élégant. D'ailleurs, le CNRS travaille depuis de très nombreuses années, plus de 20 ans, sur ce concept-là. Il est élégant parce qu'à ce moment-là, au niveau de la sûreté, vous avez un combustible liquide, donc il n'y a plus de fusion puisqu'il est déjà liquide, mais il y a plein d'autres problèmes sur lesquels il faut encore faire de la recherche et développement. Et donc, c'est bien là l'urgence. C'est pas de se dire on arrête tout, c'est vraiment de repartir à faire de la recherche et développement à des niveaux de recherche plus ou moins fondamentaux, mais il faut commencer dès maintenant si on veut que avant la deuxième moitié du siècle, on puisse se dire on n'est pas en train de fusiller nos ressources naturelles, même en uranium. J'espère que j'ai répondu. Alors, une question très naïve. Pourquoi les fluides caloriporteurs utilisés actuellement dans les centrales nucléaires d'aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes pour les prochaines générations? Je crois qu'il y a des trucs eau pressurisée, non? Oui, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas Non, ça marche. C'est pas ça. Le problème, c'est que l'eau absorbe les neutrons. Enfin, il y a des problématiques. Aujourd'hui, dans un réacteur à eau pressurisée, l'eau est utilisée comme modérateur et caloporteur parce qu'on veut avoir des neutrons thermiques, c'est-à-dire des neutrons lents. D'accord ? Là, on va sur des neutrons rapides, donc on enlève l'eau, en fait. Hein. Et l'eau, si vous voulez monter à haute température, là, on est déjà à 155 bars pour aller jusqu'à à peu près 320 degrés. Vous ne pouvez plus, après, c'est du gaz. D'accord ? Et si vous voulez faire de la haute température, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un caloporteur gaz ou métal liquide pour pouvoir être un peu plus efficace sur votre température qui sort et, par exemple, aller faire de la chaleur industrielle haute température, par exemple. Oui, Astrid a été arrêtée il y a 5 ans, 7 ans, je ne sais plus. Pourquoi est-ce que c'est impossible de faire repartir ce programme ?
Ah non, non, c'est pas du tout impossible. On n'est pas, pour l'instant, le CEA est un EPIC, donc il suit ce que lui dit son ministère. Et vous avez entendu peut-être son administrateur général dire il y a quelque temps à la commission d'enquête sur le coût de l'électricité qu'il était responsable de la fermeture d'Astrid et qu'il pensait qu'il avait raison parce que le coût de l'uranium était tellement bas que ce n'était pas la peine d'imaginer de faire de la recherche pendant un certain nombre d'années et pour les générations futures. Donc, vous voyez que c'est pas techniquement, le papier est encore là, c'est dans les cartons du CEA. Il y a de la place partout sur les sites du CEA pour faire un prototype, pour construire un prototype. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste une volonté politique. Dans le domaine du nucléaire, actuellement, il y a l'histoire d'EPR2 et Neward avec son modulaire qui avance. Qu'est-ce que vous en pensez de ces projets-là? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, pour faire des réacteurs à neutrons rapides, vous avez besoin de plutonium, à peu près une dizaine de tonnes pour faire 1 gigawatt électrique. Donc, en fait, le scénario, c'est d'ailleurs ce qui est ici, sur le slide ici. Le scénario important, c'était bien d'avoir un parc de réacteurs à eau pressurisée pour avoir la base, pour pouvoir ensuite faire des réacteurs à neutrons rapides et donc partir pour des milliers d'années au niveau de nos réserves et de notre énergie. Donc aujourd'hui, l'EPR2 et Neward sont des réacteurs qui ont une légitimité industrielle absolument importante parce que de toute façon, nous n'avons pas assez de stock de plutonium pour avoir un parc de réacteurs à neutrons rapides. Donc il y aura bien de toute façon toujours, il faut à peu près une soixantaine d'années pour qu'il y ait le matchage, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous l'avez compris, entre les réacteurs à neutrons thermiques et puis les réacteurs à neutrons rapides. Donc de toute façon, le parc, il est fondamental pour nos besoins en électricité aujourd'hui. Sans lui, notre société ne fonctionne plus. On l'a vu d'ailleurs, quand il y a eu en 2021 la convention sous contrainte, on a vu qu'on a eu très très chaud quand même. Plutôt froid, mais ça a été compliqué. Donc on a besoin de ce parc. Les EPR2, ils sont bien là pour ça. Ils sont pour remplacer le parc qui est en train de vieillir et qui, à un moment donné, il a été fabriqué, construit en 20 ans, et bien à un moment donné, tous les réacteurs vont s'arrêter au fur et à mesure. On est en train d'augmenter la durée de vie, mais on ne pourra pas, à un moment donné, il faudra quand même les arrêter. Donc les EPR2, le but, l'objectif principal, c'est bien le remplacement du parc. Neward, c'est un autre objectif. Donc, comme vous le savez, on n'a plus d'argent. Le monde n'a plus d'argent, soi-disant. Donc, on s'est dit, un réacteur d'1 gigawatt, c'est 10 milliards. On va partir sur un autre marché. On va se dire, on va faire moins tout petit. Donc, un SMR, ce qu'on appelle des SMR, des Small Modular Reactors, on va dire c'est moins de 1 milliard. Donc là, pour le coup, vous allez dans un marché beaucoup plus intéressant, plus large, parce que vous pouvez adresser des enjeux que vous ne pouviez pas avec un gros, des pays qui sont très loin des réseaux électriques un peu costauds, des pays qui n'ont pas l'argent et qui ont par exemple beaucoup de pétrole, de charbon pour faire de l'électricité. Et du coup, vous pouvez aller leur proposer un petit réacteur type Neward pour aller remplacer toutes les centrales à charbon qui existent au niveau du monde. Je crois qu'il y en a, si je me rappelle bien, à peu près 3000. Donc, alors évidemment, Neward ne fera pas les 3000, mais déjà, s'il en fait une centaine, vous voyez que ça fait un beau marché pour un réacteur qui est extrêmement maîtrisé, puisque c'est vraiment simplement la miniaturisation de l'EPR d'aujourd'hui. Donc, c'est plus petit. Tout est plus simple quand c'est plus petit. Bon, c'est... Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, mais en fait, quand même, si, un peu. Voilà. J'ajouterais un point là-dessus, c'est à propos des marchés des États-Unis. Parce que les petits réacteurs, c'est aussi intéressant sur le marché américain.
des États-Unis parce que ça fonctionne de la façon suivante. Il y a une profession qui est absolument inimaginable en France, qui est promoteur en centrale électrique. C'est-à-dire que les besoins d'électricité sont locaux et en général, ils dépassent rarement 500 mégawatts. Et donc, il y a un marché que les centrales actuelles, qui, pour des raisons économiques respectables, sont des centrales à plusieurs gigawatts, ça ne correspond pas à ce type de marché. Juste pour venir rebondir sur ce que dit Jean-Louis, il y aura besoin d'études de scénarios absolument... c'est fondamental qu'on commence à faire des études de scénarios avec des parcs, même en France, complètement diversifiés. On pourrait très bien imaginer, on a parlé tout à l'heure de la décarbonation, de la défossilisation de l'industrie. Vous avez des endroits en France, notamment Fos, Toulon, etc., où il pourrait très bien y avoir des petits réacteurs type Neward, simplement pour aller leur permettre d'avoir de la chaleur et de l'électricité de manière locale. Et ça, c'est quelque chose il y a besoin de faire des études, des scénarios vraiment, pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Oui, dans le même ordre d'idées, il y a les data centers, les centres de données aussi. Et il y a actuellement un projet, alors je ne sais pas si c'est en France ou ailleurs, de centre de données qui a sa propre centrale nucléaire. Donc au niveau aussi de quelques centaines de mégawatts. Oui, j'ai deux questions. Alors d'abord sur l'énergie nucléaire et les petites centrales ou mini-centrales et tout ça. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de sécurité considérables? Parce qu'en France, on a eu la chance, enfin, c'est pas une chance, hein, il n'y a jamais eu d'accident nucléaire grâce à l'ASN et, enfin, aux organismes d'État qui surveillent tout ça. Et donc, on est parfaitement OK. Mais avec toutes ces petites centrales, on risque d'avoir des gestions pas du tout sécurisées. Alors, oui et non. Petite centrale veut dire petit danger, en fait, parce que petit volume de matière radioactive. Déjà, ça, c'est la première chose. Et évidemment, toutes ces centrales, même si elles sont petites, elles seront validées et surveillées par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, il n'est pas question que la sûreté nucléaire des petites centrales soit amoindrie par rapport à la sûreté des centrales d'aujourd'hui. Après, j'imagine que vous parlez de sécurité... La France, c'est OK, mais pour les États-Unis, on peut avoir des doutes. Oh ben, je ne vois pas pourquoi. Ils n'ont pas eu d'accident non plus. Trim Island, alors on peut... C'est 1979. Et nous aussi, on peut dire qu'on a eu Saint-Laurent, quoi. Enfin, voilà, on a eu des incidents un peu graves dans toutes les puissances électronucléaires du monde. Ça, c'est sûr, je dirais que c'est les défauts de jeunesse. 79, c'est vraiment un défaut de jeunesse. Aujourd'hui, les centrales nucléaires américaines, il ne me semble pas que l'autorité de sûreté américaine soit plus laxiste, merci, que l'autorité de sûreté française. Bon, ben merci, voilà une bonne nouvelle. Puis j'avais une autre question, là, c'était là, sur la biomasse. Vous avez parlé de bilan, etc., enfin, qui n'est pas si catastrophique, mais vous n'avez pas parlé du méthane. Or, on sait bien que tous les organismes vivants produisent du méthane, et qui est beaucoup plus un gaz à effet de serre que le CO2, donc bien pire. Donc, comment on peut faire? Oui, je ne suis pas sûr de comprendre la question, parce que le méthane, c'est une transformation de la biomasse. Oui, c'est une transformation, mais oui. Une fois dans l'atmosphère, c'est... Bien sûr, mais effectivement, il ne faut pas le laisser s'échapper, le méthane. Et ça, d'ailleurs, si je prolonge votre question pour les petites centrales, il y a aussi un danger avec les multiplications de méthaniseurs qu'on voit et qui est une réalité de terrain. Et parce que plus ils sont nombreux, les méthaniseurs, et plus c'est difficile de les contrôler. Et donc, s'il y a des fuites, effectivement, c'est plus difficile à détecter à temps. Mais le méthane, c'est un vecteur d'énergie comme l'électricité ou éventuellement l'hydrogène dans la Lune. Oui, il faut le récupérer.
faut le récupérer. Oui. Quand c'est des animaux qui Donc, produisent oui, du les méthane, animaux émettent du méthane, notamment les ruminants. On ne peut pas les modifier génétiquement complètement. Et, absolument. Je voulais poser une question par rapport donc au transport aérien, au transport maritime. Bon, je sais qu'on étudie l'avion à hydrogène, mais il est à peu près quasiment certain que ça ne marchera jamais, en tout cas pour des grandes distances, peut-être des toutes petites distances. Et donc, ça sera forcément des carburants de synthèse. Donc, quel serait le rôle des biocarburants à partir de l'hydrogène aussi? Est-ce que vous pouvez donner un peu un panorama parce que le transport aérien, le transport maritime ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Voilà. Je peux donner un élément de réponse et puis... Donc, effectivement, il y a des usages qui ne sont pas électrifiables. Donc, l'aviation en est un, les porte-containers, c'est un autre. Et les porte-containers sont à peu près, enfin, c'est même plus puissant en mégawatts qu'un avion. Hein. Donc, c'est de l'ordre de 60 ou 80 mégawatts. Donc, on peut difficilement imaginer ça électrique, comme ça serait comme un train sur batterie, quoi. Hein, ça ne serait pas. Mais donc effectivement, le combustible a beaucoup d'avenir. Donc la question, c'est d'où ça peut provenir. Donc si on fait de l'hydrogène, effectivement, il faut à tout prix éviter de faire cet hydrogène à base de biomasse, parce qu'on est capable de tout. Et aussi faire de l'électricité à base de biomasse, ce que fait EDF pour des dom-toms, c'est une absurdité. Donc EDF a un programme de conversion des centrales thermiques qui fonctionnent au fioul à des centrales à base de biomasse. Donc c'est complètement absurde. Et donc l'hydrogène, il faut effectivement le faire à partir de l'électricité, électrolyse de l'eau, etc. Donc la biomasse, si elle devient combustible, effectivement, ça va rester un combustible de type biodiesel, bioéthanol, etc. Après, le problème, c'est que si on fournit une grosse puissance avec de l'énergie, donc ça épuise la réserve beaucoup plus vite. C'est-à-dire un humain qui mange de la biomasse, c'est 100 watts. Un porte-container, c'est 100 mégawatts. Donc, tout est là-dedans. Juste pour le transport maritime, c'est très actuel. Hein. J'ai été d'ailleurs hier, j'ai reçu un mail là-dessus. Il y a énormément d'entreprises du transport maritime qui sont en train de réfléchir à de la propulsion nucléaire. Voilà. Donc ça va également être sur la table. On commence des réflexions sur des petits réacteurs pour la propulsion. Hein. Il faut savoir que c'était finalement la première réalisation, c'était la propulsion nucléaire, bien avant tout. Et aujourd'hui, la France, d'ailleurs, est très, très bien placée. Hein. On fait le plus petit réacteur du monde et au plus bas coût, hein, avec Technip Atome sur les K15, notamment sur les sous-marins et le porte-avions. Le problème que ça pose, c'est le problème de l'équipage. Bon, la propulsion nucléaire est utilisée dans les armées, dans la marine royale. Donc, les équipages sont formés, sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans la marine marchande avec des bandes de forbans qui sont la plupart du temps à bord des porte-conteneurs ou autres cargos? C'est là où est le problème. Je voulais rajouter un point sur l'agriculture. Elle a ceci de particulier que les émissions de gaz à effet de serre ne proviennent pas de la combustion des fossiles. L'agriculture, c'est 2 ou 3% de l'énergie primaire, c'est 20% des gaz à effet de serre qui sont émis. Parce que c'est du méthane et que le méthane, il ne résulte pas de la combustion des fossiles. Donc, la morale, c'est que la dernière goutte de pétrole, il faudra la garder pour l'agriculture. Parce qu'on en a besoin pour manger. J'avais une question au sujet du nucléaire. Quand vous dites que
avec le stock disponible d'uranium, on peut tenir 100 ans environ. On parle de réserves exploitables actuellement, ou est-ce qu'on parle aussi des ressources qui sont non économiquement rentables et non découvertes? Oui, c'est une bonne question. En fait, le scénario pour une centaine d'années, c'est d'abord avec une production actuelle, c'est-à-dire il n'y a pas d'augmentation comme il a été dit, vous avez vu à la COP28 ou d'autres endroits, où il pourrait y avoir une augmentation d'un facteur 2 ou 3 de l'énergie nucléaire à travers le monde. Ça, déjà, ça diminue très fortement ces fameux 100 ans. Alors là, dans les 100 ans, effectivement, on reste dans des ressources réalisables, quoi. On n'est pas en train de rêver, donc on ne va pas chercher l'uranium dans l'eau de mer, par exemple. On monte jusqu'à à peu près 200-250 $ la tonne, mais on reste dans des prix raisonnables. D'accord ? Bien sûr, vous avez raison, plus un objet est cher, plus il est rare, plus il est cher, donc il est probable que peut-être qu'un jour, on ira chercher des uraniums ou même des fossiles, hein, d'ailleurs, à des prix défiant l'entendement. Hein. Mais aujourd'hui, on reste sur ce genre de scénario, en sachant également que le prix du combustible, le prix du kilowattheure, c'est à peu près 5%, quoi. Donc ça, c'est pas ça qui est le point problématique dans l'énergie nucléaire. Oui, je vais revenir sur deux aspects. La question de la sûreté, s'il y a beaucoup de petites centrales, vous avez répondu, et c'est vrai que les centrales en elles-mêmes ne représentent pas un danger, mais si vous avez beaucoup de centrales dans des pays dont la structure n'est pas forcément administrative, n'est pas forcément très puissante, toutes les manipulations, il faut charger les centrales, les décharger et contrôler tout ça, deviendra un risque plus important, comme vous l'avez dit aussi pour la marine marchande. Donc, multiplier les petites centrales n'est pas sans risque d'une forme de prolifération, de la même manière que en France, beaucoup de choses sont contrôlées. Dans d'autres pays, il y a des tas de rejets chimiques, etc., qui ne sont pas contrôlés. Donc ça, c'était sur la question des petites centrales. Par rapport à la question qui a été posée, je suis étonné qu'on n'ait pas un peu plus de débat sur un autre sujet que les filières énergétiques autres que le nucléaire. De l'énergie à travers le monde, il y en a quand même, l'énergie solaire, il y en a quand même beaucoup, sans passer par la biomasse. Or, cette énergie doit être transformée sous une forme stockable. On a parlé de l'hydrogène, mais l'hydrogène n'est pas facilement manipulable, mais les chimistes arrivent à transformer cet hydrogène en alcool ou d'autres formes, y compris de méthane, mais liquide, ce serait mieux. Et on pourrait avoir, mais c'est économiquement actuellement n'est pas rentable par rapport au prix actuel des hydrocarbures, mais si le pétrole passe à 200 $, voire 250 $ le baril, je crois que la production des carburants de synthèse, sans passer par la biomasse, en captant le CO2, pas forcément dans l'atmosphère, mais éventuellement dans les océans, pourrait être économiquement rentable. Et là, la question aussi se pose à ce moment-là, avec l'énergie nucléaire, à quel coût on produit, avec les centrales futures, l'électricité. Alors, je vais répondre sur le nucléaire. Il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est que les standards de sûreté 3e génération et 4e génération, ils sont différents de ce que nous avons connu sur le parc et sur l'ensemble du parc mondial. Il est bien noté que les réacteurs qui seront construits doivent, s'il y a un accident nucléaire, être capables de contenir la radioactivité dans l'enceinte de confinement, de manière qu'il n'y ait pas d'évacuation des populations autour. Donc ça, c'est un standard de sûreté absolument extrêmement exigeant. Et donc, une centrale ne pourra être... Donc, l'AIEA a édité des règles sur lesquelles les nouveaux, ce qu'on appelle les pays primo-entrants, devront démontrer, s'ils veulent aller construire des centrales, devront démontrer qu'ils suivent ces réglementations. Donc, il n'y a pas de possibilité d'évacuation des populations. Le deuxième point,
c'est que en fait, si vous avez explosion, si on va dans les choses un peu horribles, tous les problématiques qu'on a vues, Tchernobyl et Fukushima, c'était des explosions. Ce qui veut dire que la haute pression, il faut essayer au maximum de l'éviter. C'est pour ça qu'il y a certains concepts de 4e génération qui évitent d'utiliser de l'eau à haute pression. Les neutrons rapides sont à pression atmosphérique. Les sels fondus également. Donc on n'a plus d'accidents explosifs, de manière explosive, comme on peut l'avoir avec un réacteur à eau pressurisée. Donc ça, c'est quand même assez fondamental et c'est assez nouveau. Donc ça veut dire qu'on a aussi toute la partie une sûreté passive dans un petit réacteur. La sûreté passive, c'est-à-dire qu'on vraiment utiliser les phénomènes de physique sans la main de l'homme sont utilisés, la convection naturelle pour évacuer la chaleur, etc., etc. Donc on essaye au maximum, l'idée est bien d'éviter absolument la dissémination lors de rejets atmosphériques comme on a pu le connaître dans le passé. Donc ça, c'est fondamental. Après, le coût, juste je parle sur le coût de l'électricité électronucléaire. Coût planning, moi c'est ce que j'essaye d'apprendre tous les jours à mes élèves ingénieurs. Un projet nucléaire, coût planning, c'est corrélé. Vous faites 20 ans comme pour Flamanville, et ben vous augmentez par 3 votre prix. Donc, ou je ne sais combien. Donc, il y a bien une maîtrise industrielle à retrouver. C'est très fort ce que je dis. Ça veut dire que même en France, aujourd'hui, il faut que EDF et la filière nucléaire industrielle retrouvent la maîtrise industrielle. Je voulais juste dire, je crois effectivement que les nouvelles centrales seront plus sûres. Quand j'ai parlé d'un risque, ce n'était pas au niveau forcément que je parlais des petites centrales, s'il y en a plein. Il y a tout le circuit de mettre, de charger les centrales en uranium, de les décharger et de contrôler tout ce circuit. Je ne parlais pas d'accident. Ça fait partie des prérogatives de l'autorité de sûreté du pays. Donc, on est bien en train de parler d'une filière industrielle complète entre le combustible et le réacteur. Un système nucléaire complet. Il y a le réacteur et le combustible et on ne fait pas n'importe quoi avec le combustible. Tout à fait. Oui, donc il y a encore une question. Là-haut. Là-haut, de préférence, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Merci. En fait, moi, ma question, c'était sur la réunification de l'eau avec le développement du parc nucléaire, en fait. Est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour refroidir toutes ces centrales ? En fait, le nucléaire n'est pas celui qui utilise le plus de l'eau, c'est l'agriculture. Les centrales, en fait, prennent de l'eau, mais ensuite, elles la rejettent. Hein, donc, elles la rejettent avec quelques degrés en plus. Donc, on n'utilise pas l'eau. L'eau qui est dans les circuits aujourd'hui du parc tourne en continu sans être extrait. Ils sont chargés, les circuits primaires des réacteurs sont en eau et il le reste donc, on n'utilise pas, en plus de l'eau, autant que d'autres industries. Donc, effectivement, les 4e génération et les 3e génération ont mis en place des études sur le réchauffement climatique et avec des procédures techniques qui permettent de encore moins utiliser l'eau. Mais vous savez, vous avez plein de réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui en plein fonctionnement dans des déserts. Taishan dans des zones tropicales, Palo Verde aux États-Unis, c'est en plein désert. Ils utilisent les eaux usées de la ville de Phoenix, juste à côté, pour justement refroidir. Donc, ce n'est pas un problème de nucléaire, hein, je vous rappelle, l'eau, c'est le refroidissement de la turbine, du turbo-alternateur. Donc, c'est une problématique, en fait, de toutes les centrales thermiques, aussi bien nucléaires que gaz et pétrole ou charbon. Ce sera le mot de la fin, donc il nous reste à remercier les intervenants.